La nuit où Élodie Martin ouvrit sa porte à une inconnue grelottante devint la ligne de partage de sa vie, tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il y aurait après. Il était près de minuit dans le petit port de Saint-Laurent-sur-Mer, sur la côte bretonne, quand les coups désespérés frappés à la porte la tirèrent de son canapé élimé. Elle s'était assoupie là, épuisée après 14 heures de service au restaurant, chez Mado. Par le Judas, elle distingua une silhouette recroquevillée contre le vent de février, une femme au manteau trop fin, les cheveux noirs fous, le visage pâle. « S'il vous plaît », claqua la voix tremblante. « Ma voiture est tombée en panne à 2 kilomètres d'ici et mon téléphone est mort. J'ai si froid. » Élodie hésita. À 33 ans, elle avait appris à se méfier. Son village avait changé, les pêcheurs partaient, les commerces fermaient, et la nuit, même les chiens se taisaient. Mais quelque chose dans le regard de cette femme, une dignité douloureuse malgré la détresse, la fit reculer d'un pas. « Entrez, dit-elle doucement. Vous pouvez vous réchauffer et appeler de l'aide. » L'étrangère entra, apportant avec elle l'odeur salée de la mer et du givre. De près, Élodie vit combien elle était mince, les mains gercées, les bottes usées. Pourtant, il y avait une élégance dans ses gestes, une façon de parler mesurée, presque noble. « Je m'appelle Claire Duval, dit-elle, tendant une main tremblante. Merci de votre bonté. J'ai frappé à plusieurs maisons, personne n'a répondu. Élodie Martin. Asseyez-vous, je vous prépare du thé. Le téléphone est sur la table si vous voulez appeler quelqu'un. » Pendant que la bouilloire chauffait, Élodie jeta un œil sur son invité. Claire observait les vieilles photos, les parents d'Élodie devant leur bistrot, elle-même en robe de fin d'études, son père debout près du petit bateau qui avait sombré lors d'une tempête. « Vous vivez ici depuis toujours ?» demanda Claire. « Oui. Mes parents m'ont laissé la maison. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. » Elle ne parla pas du prêt qu'elle peinait à rembourser ni de ses angoisses nocturnes. « Vous avez pu joindre quelqu'un ?» Claire baissa les yeux. « Non. Il n'y a personne à appeler. Ma voiture est fichue, je trouverai un hôtel demain. À cette heure-ci? Le plus proche est à 20 kilomètres. Vous pouvez dormir sur le canapé. » C'était impulsif, peut-être idiot, mais Élodie avait hérité du cœur généreux de son père, on n'abandonnait pas quelqu'un dans le froid. Claire sembla vouloir refuser, puis hocha la tête. « Juste pour cette nuit. Merci. » Élodie revint avec une couverture. En la lui tendant, elle aperçut un bleu discret sur le poignet de Claire. Leurs regards se croisèrent, puis Claire baissa la manche. « La salle de bain est au fond, » dit Élodie comme si de rien n'était. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Elle écoutait le silence, attentive au moindre bruit. Elle se demandait qui était vraiment cette femme et ce qu'elle fuyait. Mais dans le fond, elle savait, chacun portait ses secrets. À l'aube, Élodie se leva, enfila son uniforme de serveuse, pantalon noir et polo bleu brodé du nom du restaurant. En entrant dans le salon, elle fut surprise de trouver Claire déjà debout, la couverture soigneusement pliée. « Déjà réveillée ? » « Je dors peu, » répondit-elle, les traits tirés. « Merci encore. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des semaines. » Quelque chose dans ces mots fit battre le cœur d'Élodie plus vite. « Je travaille toute la journée, mais vous pouvez rester ici si vous devez réfléchir à la suite. Il y a de quoi manger. Je ne veux pas m'imposer. Ce n'est pas une imposition. Fermez la porte à clé si vous sortez. » Puis Élodie partit dans le froid, le souffle du vent emplissant ses poumons. Était-ce une erreur? Peut-être. Mais son instinct lui disait que Claire avait besoin de bien plus que d'un toit, elle avait besoin d'un geste humain. Le café, chez Mado, bourdonnait déjà quand Élodie franchit la porte. Marc, le cuisinier, faisait grésiller les œufs et Nadine, l'autre serveuse, alignait les couverts. L'odeur du bacon et du café embaumait la salle. « Tu as une mine épouvantable, » lança Nadine. « T'as pas dormi ? » « Disons que j'ai eu une visite imprévue, » répondit Élodie en nouant son tablier. « Rien de grave. » Le flot de clients du matin noya toute autre conversation, les pêcheurs revenant de la mer, les ouvriers partant pour Brest, les habitués du coin. Élodie évoluait entre les tables avec l'efficacité d'une danse apprise par cœur. Il était presque midi quand la clochette de la porte tinta et qu'un homme entra, le genre d'homme qu'on ne voyait jamais dans un troquet de village. Grand, épaules droites, manteau de laine anthracite. Ses cheveux châtains parfaitement coiffés, son regard bleu acier. Un homme d'un autre monde. « Une table pour une personne ?» demanda Élodie en attrapant un menu. « En réalité, je cherche des renseignements. » Il sortit de sa poche une photo. Le souffle d'Élodie se bloqua, Claire y souriait, plus lumineuse, bien mise, dans une robe de soirée. « Je cherche cette femme, » dit-il. « Elle s'appelle Claire Duval. Vous l'avez peut-être croisée. » Élodie sentit son cœur se serrer. Ces années derrière ce comptoir lui avaient appris à mentir sans ciller. « Non, désolé, » répondit-elle d'un ton neutre. « Je vois. » L'homme semblait déçu, mais ses yeux restaient perçants. « Je m'appelle Julien Morel. Claire compte beaucoup pour moi. Elle a disparu il y a 3 jours. » Le nom la frappa. Julien Morel, fondateur de Morel Technologies, un génie français de l'énergie renouvelable.
Elle avait déjà vu sa photo dans les magazines que laissaient traîner les clients. Si elle passe par ici, que dois-je dire? Demanda Élodie. Dites-lui simplement que Julien s'inquiète. Il laissa sa carte, puis s'en alla. Quand la porte se referma, Élodie resta figée, la carte pressée contre son tablier. Un malaise étrange l'envahit. Claire fuyait quelqu'un, et ce quelqu'un n'était rien de moins qu'un milliardaire. La fin du service traîna interminablement. À chaque tintement de la clochette, Élodie sursautait. Quand enfin elle quitta le café, le ciel s'assombrissait déjà. Elle refusa la proposition de Marc de la raccompagner. Le vent fouettait son visage tandis qu'elle accélérait le pas jusqu'à sa maison. La lumière du salon filtrait par les rideaux. La clé tourna dans la serrure, et l'odeur de sauce tomate lui parvint. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas », lança la voix douce de Claire. « J'ai préparé des pâtes. » La cuisine brillait. La vaisselle lavée, les comptoirs impeccables. Élodie resta un instant sans voix. « Vous n'aviez pas à faire ça. J'en avais envie. Ça m'aide à penser. » Elles s'assirent autour de la petite table. « Quelqu'un est venu te chercher aujourd'hui, » dit Élodie enfin. Le visage de Claire se figea, sa main trembla sur la tasse. « Qui ? » Julien Morel. Il semblait inquiet. Claire pâlit. « Qu'avez-vous dit ? » Que je ne vous avais pas vu. Un souffle de soulagement traversa son visage. Puis elle releva lentement sa manche. Cette fois, Élodie vit les ecchymoses en entier, des empreintes violettes et jaunes. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « C'est lui ? Non. Jamais Julien ne lèverait la main sur moi. C'est quelqu'un d'autre. » Elle soupira, la voix brisée. Tout a commencé quand Caroline Lefebvre est entrée dans sa vie. La fille d'un de ses principaux investisseurs. Magnifique, influente et cruelle. Élodie écoutait, fascinée. Claire raconta comment elle avait travaillé pour la fondation caritative de Julien, gérant des dons, organisant des projets. Puis comment Caroline l'avait peu à peu isolée, humiliée, jusqu'à l'accuser de détournement d'argent. J'ai découvert des virements suspects, continua Claire. Des millions détournés vers des comptes étrangers. Il y avait sa signature, et de fausses copies de la mienne. Elle marqua une pause. Quand je l'ai confrontée, elle m'a frappé. Elle m'a menacé, si tu dis un mot à Julien, je te détruirai. Alors, je suis parti. Élodie sentit une colère sourde l'envahir. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus. Si je parle, elle retournera tout contre moi. Élodie posa sa main sur la sienne. Alors prouvons-lui le contraire. Vous savez où sont les preuves ? Dans les serveurs de la Fondation, à Paris. Mais mes accès doivent être bloqués. On verra bien, répondit Élodie avec un sourire résolu. Demain, on y va. Cette décision, elle l'a prise sans réfléchir. Peut-être était-ce la fatigue, ou ce regard de détresse qu'elle ne supportait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élodie sentit qu'elle faisait quelque chose qui comptait. L'aube se levait à peine sur la côte bretonne quand Élodie et Claire prirent la route dans la vieille Clio d'Élodie. Le moteur tout sauta avant de céder à la volonté de sa conductrice. Le ciel était d'un gris pâle, la route humide d'une pluie récente. « Revois-moi le plan », dit Élodie en fixant la route. Le siège de la Fondation est dans le même immeuble que Morel Technologies, à Paris. Le week-end, il n'y a qu'un gardien à l'accueil. Mon badge devrait encore fonctionner. On entre, on copie les fichiers, et on ressort. Elle parlait avec calme, mais ses doigts trahissaient sa nervosité. Élodie jetait parfois un œil dans le rétroviseur, persuadée qu'on les suivait. Elle avait laissé un mot à Nadine, urgence familiale. Pas tout à fait faux. Les tours de verre de la Défense se dessinèrent enfin, imposantes et luisantes sous la lumière froide du matin. Claire indiqua un parking à 2 rue du bâtiment Morel. On se gare là, moins de risque d'être repéré. En approchant de l'entrée, le badge trembla dans la main de Claire. On peut encore faire demi-tour, souffla Élodie. Non. Si je renonce maintenant, je vivrai toujours dans la peur. Le gardien leva à peine la tête quand elle passa son badge. Un bip vert, et la porte s'ouvrit. Claire poussa un soupir tremblant. Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Le couloir était désert. Les lumières automatiques s'allumèrent à leur passage. Sur la porte vitrée, Fondation Morel, directrice, Claire Duval. Ils n'ont même pas enlevé mon nom, murmura Claire en entrant. L'air sentait le désinfectant et la poussière. Elle alluma l'ordinateur, tapant son mot de passe d'un geste sûr. Je suis dedans, chuchota-t-elle. Caroline n'a pas imaginé que j'oserais revenir. Ses doigts volaient sur le clavier. Les fichiers s'ouvraient, des chiffres, des courbes, des comptes étrangers. Elle inséra une clé USB. Voilà. Des transferts vers la Suisse, le Luxembourg, les îles Caïmans. Tous validés avec ma signature numérique. Mais ces emails n'ont pas été envoyés depuis mon poste. Regarde, ils viennent de celui de Caroline. Et les dates correspondent à la conférence où j'étais à Berlin. Élodie hocha la tête, impressionnée. On tient quelque chose. Mais dans la vitre, un mouvement la fit sursauter. Quelqu'un vient, murmura-t-elle. Claire retira la clé, éteignit l'écran. Les pas se rapprochaient.
Par la cloison vitrée, elle vit rentrer une femme blonde en manteau beige, accompagnée d'un agent de sécurité. Caroline Lefebvre, souffla Claire, blême. « Je dois récupérer quelques documents », dit la voix mielleuse de Caroline. « Ce ne sera pas long. » Élodie attrapa la main de Claire et l'entraîna derrière une armoire. « Il y a une sortie de secours », murmura Claire. « Par là-bas. » Courbée, elles longèrent les bureaux jusqu'à la petite porte au fond. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Elle posa la main sur la poignée. « Arrêtez-vous » lança une voix derrière elle. Caroline les avait vus. Le garde s'avançait déjà. « Cours » cria Élodie. Elles bondirent dans la cage d'escalier. Les pas résonnaient derrière elles. 3 étages, 4. Claire trébucha, manquant de tomber. Élodie la rattrapa de justesse. « Tiens bon !» Elles débouchèrent dans un couloir de service, puis dans le hall principal. Le gardien leva la tête, surpris, mais elles continuèrent tout droit, les joues en feu. « Ne cours pas », dit Claire à bout de souffle. Ça attirait l'attention. 2 rues plus loin, une sirène retentit. « Super », grommela Élodie. Elle a appelé la police. « Par ici, vite !» Elles s'engouffrèrent dans une ruelle, se faufilant entre des façades de briques, jusqu'à un petit café niché entre une librairie et un magasin de vinyle. La chaleur et l'odeur du café fraîchement moulu les enveloppèrent aussitôt. « On devrait être tranquille ici », dit Claire, tremblante. Élodie commanda 2 cafés avec ses dernières pièces. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Il faut que je donne cette clé à Julien », murmura Claire en fixant la clé USB dans sa main. « Mais si Caroline a déjà raconté sa version, il me croira coupable. » « Alors on le trouve avant qu'elle ne parle », répondit Élodie. « Ce n'est pas si simple. Il est sûrement à son appartement du quartier latin, protégé par la sécurité. On ne peut pas y entrer comme ça. »« Non, en effet », dit une voix masculine derrière elle. Les 2 femmes sursautèrent. Julien Morel se tenait là, les observant calmement. Derrière lui, un agent de sécurité attendait. Élodie se leva instinctivement, se plaçant devant Claire. « Je ne veux pas d'ennui », dit Julien. « Je veux seulement parler. » Il fit signe à son garde de sortir, puis s'assit face à elle. Ses traits étaient plus tirés, ses yeux d'un bleu fatigué. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Claire. « Ton badge a déclenché une alerte. Et j'ai vu les images de surveillance, toi, et la serveuse du café de Saint-Laurent. Ce n'était pas difficile de deviner où vous iriez vous cacher. » Claire se crispa, serrant la clé dans sa paume. « Julien, je peux tout expliquer. »« Tu n'as pas besoin » coupa-t-il doucement. « Je sais déjà. » Julien posa sa tasse sans hâte et la chaleur de sa voix atténua un peu la panique qui restait collée à leurs épaules. « J'ai découvert l'arnaque il y a 3 jours, dit-il. J'ai passé mes nuits à vérifier les comptes. J'ai besoin de comprendre pourquoi on m'a menti et qui a profité de ces virements. » Claire sentit une tension se dissoudre en elle comme si l'on retirait lentement un poids de ses épaules. Ses doigts déverrouillèrent finalement la clé USB et, avec la nervosité d'une confession, la glissèrent dans la main de Julien. « Voilà, » murmura-t-elle. « Tout ce qu'on a réussi à prendre. » Il regarda les fichiers sur sa tablette, parcourut les preuves d'un regard professionnel, puis releva les yeux. La certitude qu'il afficha ne laissa aucune place au doute. C'est suffisant pour lancer une enquête. Et vos blessures, elle devra répondre aussi de ça. Qui a porté ces coups ? Demanda-t-il doucement, en regardant Claire. Les larmes montèrent, mais Claire écarta la main. Elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, personne ne me croirait. Que son père protégerait tout. Julien serra les poings, mais sa colère se transforma vite en résolution froide. Je suis allé voir le conseil d'administration ce matin. Ils ont suspendu Caroline en attendant les résultats de l'enquête. J'ai aussi une équipe juridique prête. Mais il nous faut une plainte officielle. Allons au commissariat maintenant. Le trajet jusqu'au poste sembla durer une éternité, chaque feu rouge laissant filer une seconde de plus de peur. Au commissariat, les démarches furent rapides, déposition, copie de fichiers, rendez-vous avec un enquêteur. Claire déclara l'agression, Julien remit la clé USB aux officiers comme preuve matérielle. Élodie restait là, attentive, traduisant parfois les silences quand la gorge de Claire se nouait. Quand la policière remit aux 2 femmes un reçu confirmant le dépôt des plaintes, Claire respira enfin, comme si elle venait d'émerger d'un profond sommeil. Julien posa une main sur son épaule puis, se tournant vers Élodie, la considéra avec une intensité singulière. « Vous avez pris beaucoup de risques pour aider Claire. » « Pourquoi » Élodie chercha les mots. « Parce que c'est ce que ma famille faisait. On ne laisse pas quelqu'un dans le froid. Et puis, je n'aurais pas supporté de savoir que j'étais restée assise pendant que quelqu'un se faisait écraser. » Julien acquiesça, un sourire bref effleurant ses lèvres. « Venez avec nous, dit-il. Mes avocats veulent formaliser certaines déclarations, et je préférerais que vous soyez là. » La journée se déroula en une succession de formalités, puis de silences lourds. Au fil des heures, la nouvelle se répandit, Caroline mise en examen pour détournement de fonds, plainte pour violence déposée.
Les journalistes commencèrent à aligner des questions à la porte du commissariat, des stylos tendus comme des épées. Julien fit face aux caméras avec la retenue d'un homme qui sait que la vérité, une fois dévoilée, ne peut plus être refoulée. La soirée finit, étrangement, autour d'une table en bois dans une trattoria discrète où Julien connaissait le patron. Le cliquetis des verres et l'odeur des tomates composaient un contrepoint familier à l'âpreté des événements. La conversation se fit plus légère, l'enfance de Julien dans une petite ville de l'intérieur, sa fascination pour la technologie qui purifiait l'eau, les projets qu'il voulait mener. Il parlait de grandes idées, de rendre l'accès à l'eau plus sûr, de redonner aux territoires oubliés une raison d'exister. Puis, comme si la journée avait voulu refermer une boucle, il se tourna vers Élodie et posa une question qui la prit de court. « Et vous, Élodie, que voulez-vous vraiment » Elle resta muette un instant. Les mots qui vinrent n'étaient pas réfléchis, seulement sincères. « Que mon village vive. Que le bistrot ne ferme pas. Que mes voisins trouvent du travail ici au lieu de partir. » Le regard de Julien s'éclaira d'une émotion qu'elle n'attendait pas. J'ai commencé à imaginer autre chose lors de notre trajet. Et si la Fondation finançait un projet ici, à Saint-Laurent-sur-Mer ? Un centre de formation, des investissements pour la pêche durable ? Vous avez une connaissance du terrain que je n'aurai jamais. Si vous acceptez, je veux que Claire supervise le projet et que vous participiez à la décision. Élodie sentit un vertige doux l'envahir, mêlé à la crainte. L'idée qu'un homme de sa stature puisse croire en ce coin usé de la côte lui semblait irréelle. Mais quelque chose dans la manière dont il prononçait « nous », comme si elle faisait déjà partie de cette conversation, alluma en elle une lueur d'espoir. De retour à Saint-Laurent, la pluie avait cessé. Ils s'arrêtèrent devant la petite maison d'Élodie. Claire la serra dans ses bras et lui promit de ne pas disparaître à nouveau. Julien resta quelques instants, regardant la mer au loin, puis lui sourit avant de partir. « Merci, Élodie, pour avoir ouvert votre porte. » Quand il s'éloigna, Élodie poussa la porte et resta un long moment à la fenêtre, regardant la mer. L'affaire n'était pas terminée, la justice suivrait son cours, Caroline était puissante et ses soutiens bien placés. Mais quelque chose d'irréversible venait de naître, une alliance, une promesse, et l'idée qu'un petit geste pouvait effectivement changer le cours des choses. Le lundi suivant, la pluie battait doucement sur les vitres du café, chez Mado. Élodie marchait dans les flaques, le col relevé, son esprit encore plein des souvenirs de Paris. Elle se sentait changée, sans pouvoir dire comment. La nuit avec Claire, la course dans les escaliers, la peur, puis la lumière de la vérité, tout cela paraissait si loin et pourtant si vivant. Quand elle entra dans le café, Nadine lui fit un signe de désespoir. « Enfin, on est débordé. Un groupe de types en costume est arrivé depuis une demi-heure, ils veulent tous des cafés et des croissants. Et devine quoi ? Ils discutent de développement économique local. On aura tout vu. » Élodie attrapa son carnet et se dirigea vers le fond. En apercevant les clients, elle s'arrêta net. Assis au centre de la table, vêtu d'un simple pull gris, un sourire tranquille aux lèvres, se trouvait Julien Morel. Autour de lui, 4 personnes en chemise consultaient des tablettes et des dossiers. Julien leva les yeux, la vit, et son sourire s'élargit. « Élodie. Parfait, vous tombez bien. » Le cœur battant, elle s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je vous présente mon équipe de développement, expliqua-t-il calmement. Nous venons discuter du projet de réhabilitation du port de Saint-Laurent et de la transformation de l'ancienne conserverie en centre de recherche sur la pêche durable. Élodie resta bouche bée. « Pardon ?» Julien rit doucement. « J'ai réfléchi à notre conversation. Vous aviez raison, ce village mérite une seconde chance. Morel Technologies financera une partie du projet, la fondation prendra en charge la création d'un centre communautaire, et je crois que j'ai trouvé la bonne personne pour nous conseiller sur les besoins locaux. » Il la regardait avec une intensité calme. « Vous ?» Élodie cligna des yeux. « Moi ? Mais je suis serveuse. » « Justement, répondit-il. Vous connaissez les gens, leurs problèmes, leurs espoirs. Ce qu'il nous faut, c'est une voix honnête, pas un diplôme. » Une main se posa soudain sur son épaule. Claire, rayonnante, venait d'entrer, un parapluie ruisselant à la main. « Je lui avais dit que vous alliez tomber des nues, lança-t-elle en riant. Élodie la serra dans ses bras, soulagée de la voir enfin apaisée. « Tu restes à Paris, toi, non ? » ?»« Non. Julien m'a proposé de superviser la création du centre ici, à Saint-Laurent. J'ai accepté. Je crois que c'est ici que je devais revenir, après tout. » Julien reprit la parole. « Le projet s'appellera Renaissance Marine. Nous voulons créer des emplois, relancer la pêche responsable, former les jeunes. Et, si vous le voulez, Élodie, vous serez notre coordinatrice locale. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites simplement oui, » répondit Claire avec douceur. Le reste de la matinée passa dans une sorte de rêve éveillé. On parla de budget, de plans, de rénovation. Julien prenait des notes, interrogeait les habitants venus par curiosité.
L'enthousiasme gagnait la salle, et même Nadine, d'habitude si cynique, servait les cafés en souriant. Quand la réunion se termina, Julien s'attarda près du comptoir. « Vous savez, dit-il en jouant distraitement avec sa tasse, j'ai visité des dizaines d'endroits dans ma vie. Mais rarement un endroit où un simple geste, une porte ouverte, un peu de chaleur humaine ait eu un tel impact. » Élodie le regarda, le cœur serré. « Vous exagérez. »« Pas du tout. Sans vous, Claire n'aurait pas eu le courage de revenir, la vérité n'aurait pas éclaté, et je serais probablement encore prisonnier d'un mensonge. » Un silence tendre s'installa. Puis Julien ajouta. « Parfois, les révolutions commencent avec un simple « Entrez, il fait froid dehors. » Le soir, le soleil perçait enfin à travers les nuages. En sortant du café, Élodie leva les yeux vers le port. Déjà, elle imaginait les grues, les ouvriers, les rires des enfants courant sur les quais rénovés. Un vent doux soufflait, chassant le sel et la peur. Elle ferma les yeux un instant. Le monde lui semblait soudain immense et plein de promesses. Tout cela parce qu'un soir d'hiver, elle avait ouvert sa porte. Les semaines suivantes, Saint-Laurent-sur-Mer changea lentement de visage. Les ingénieurs de Morel Technologies installèrent des bureaux temporaires dans l'ancienne conserverie, les pêcheurs du coin furent invités à partager leur savoir-faire, et la rumeur d'un renouveau se répandit jusque dans les villages voisins. Là où les vitrines étaient couvertes de poussière, on voyait maintenant des affiches colorées, Projet Renaissance Marine, ensemble pour un avenir durable. Chaque matin, Élodie traversait le port avec un dossier sous le bras, saluant les ouvriers, riant avec les anciens pêcheurs, conseillant les jeunes stagiaires. Parfois, elle s'arrêtait sur la jetée pour regarder la mer, incapable de croire que tout cela était réel. Un après-midi, Claire la rejoignit, un cahier à la main. « Regarde, dit-elle en souriant. Les plans du futur centre communautaire. Une salle pour les enfants, un atelier de cuisine, un espace de formation, et ici, une bibliothèque dédiée à la mer. » Élodie laissa courir ses doigts sur la page. « C'est magnifique. Tu sais, » ajouta Claire d'une voix plus douce, « je ne t'ai jamais vraiment remercié. Sans toi, je n'aurais pas survécu à tout ça. Tu m'as accueilli quand tout le monde me tournait le dos. » Élodie lui sourit. « Tu n'as rien à me devoir. On fait ce qu'on doit faire, c'est tout. » « Non, Élodie. Ce que tu as fait dépasse ce devoir. Tu m'as rendu foi en l'humanité. » Elles restèrent silencieuses un moment, le vent salé faisant danser les pages du cahier. Plus tard ce soir-là, Julien arriva au port. Il avait troqué ses chemises pour un pull en laine et un manteau simple. Les villageois l'avaient apprivoisé, lui, le milliardaire venu d'en haut. Il riait avec eux, posait des questions sincères, écoutait vraiment. Quand il aperçut Élodie, il s'approcha, les mains dans les poches. « Vous savez que vous êtes en train de devenir une légende locale ?» demanda-t-il avec amusement. « Une légende ? Quelle blague ! On raconte qu'une serveuse au grand cœur a changé le destin du port. On exagère un peu, mais pas tant que ça. » Élodie baissa les yeux, un peu gênée. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » répliqua-t-il doucement. Peu de gens ouvrent leurs portes. Ils marchèrent côte à côte le long du quai, regardant les lumières du crépuscule se refléter dans l'eau. « Le chantier commencera dans 2 semaines, dit Julien. Quand tout sera prêt, j'aimerais organiser ici une inauguration, une grande fête. Et j'aimerais que ce soit vous qui prononciez le premier mot. » « Moi ? Je ne saurais pas quoi dire. Dites simplement ce que vous avez dans le cœur. C'est ce qui m'a convaincu de revenir ici. » Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le bruit des vagues sembla s'éloigner. Il ajouta à voix basse. « Vous avez changé plus que ce port, Élodie. Vous m'avez rappelé pourquoi j'avais commencé tout ça, pour aider, pas pour gagner. » Un silence tendre s'installa entre eux, chargé de gratitude, d'admiration, peut-être même d'une promesse encore inavouée. Les jours passèrent. La mer retrouva son éclat d'autrefois. Les gens avaient retrouvé leur rire, leurs rêves. Les enfants couraient le long du quai avec des cerfs-volants faits de filets recyclés. Le café, chez Mado, ne désemplissait plus. Puis vint le grand jour. Sous un ciel clair, tout le village se rassembla autour d'une scène installée près du phare. Des drapeaux flottaient au vent, et le bruit des mouettes se mêlait aux applaudissements. Julien présenta le projet, Claire parla du centre communautaire, puis ce fut au tour d'Élodie. Ses mains tremblaient, mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était pleine d'émotion. « Il y a quelques mois, j'étais juste une femme ordinaire, vivant dans un port oublié. Puis un soir d'hiver, j'ai ouvert ma porte. Je croyais offrir un peu de chaleur à une inconnue, mais c'est moi qui ai reçu la lumière. » Un silence ému suivit ces mots, puis la foule éclata en applaudissements. Julien, debout derrière elle, lui adressa un regard de fierté silencieuse. Le soleil couchant peignait la mer d'or et d'orange. Élodie sentit son cœur s'emplir d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit alors que cette histoire à leur histoire n'était pas seulement celle d'un sauvetage ou d'une revanche, mais celle de la bonté humaine qui renaît même dans le froid de l'hiver. Et quand, plus tard, le vent du soir fit trembler les banderoles du port, on aurait juré entendre un murmure venu de la mer. « Merci d'avoir ouvert la porte.